Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3337 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 24 juin avec des anniversaires. Donc hier, rappelez-vous, une grande légende, c'était Zidane qui fêtait son anniversaire aujourd'hui. Peut-être plus fort et certainement plus fort que Zidane. Le meilleur joueur certainement de l'histoire du football, c'est l'Argentin Lionel Messi. Il fête aujourd'hui ses 38 ans. Messi, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Lui qui a fini le jeu, il a fini le football. En gros, il a tout gagné. Messi, une Coupe du Monde, il a gagné des Copa América, il a gagné avec le Barça des Ligues des Champions, des Ligas, des Coupes du Roi, tout. En gros, tout, il a tout raflé. Léo Messi, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire à la Pulga. Et d'autres anniversaires, sinon en ce 24 juin, Darwin Núñez, l'avant-centre de Liverpool, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Federico Gatti, défenseur central de la Juventus Turin, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Il y a par exemple aussi David Alaba, défenseur central du Real Madrid, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir et la nuit dernière. Donc il y a la Coupe du Monde des clubs et on commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain qui joue son troisième et dernier match de poule contre l'équipe de Seattle. Donc c'était hier un coup d'envoi 21h, j'ai regardé le match, bon c'est un match maîtrisé totalement des Parisiens. Une victoire logique 2-0 donc Kvaratskhelia et un but de Achraf Hakimi. Donc voilà, une victoire qui permet au Paris Saint-Germain surtout de finir premier du groupe, parfait. Donc voici les statistiques, bon ça a été un PSG voilà, qui mérite sa victoire, qui a même pu marquer plus de buts, mais bon, 2-0 ou 5-0 c'est pareil. L'objectif c'était de gagner, la victoire est là, donc plus de 15 tirs, 7 tirs cadrés, et là 2 buts ont été marqués. Donc Seattle, là, ils ont fait quand même bon, 7 tirs, mais ils n'ont pas cadré une frappe. Donc Donnarumma, il n'y a aucun arrêt à faire hier lors de cette rencontre, et du coup avec cette victoire, c'est officiel, le PSG se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs. Félicitations bien sûr à Paris, et ils font la une aujourd'hui du journal L'équipe. Donc Paris voyage en première par rapport à cette première place, parce que oui, on savait que PSG s'ils s'imposaient, ils étaient qualifiés, mais c'était pas sûr de finir premier. On sait que dans l'autre match dans la même poule, donc l'Atlético a battu Botafogo, ce qui fait les affaires du PSG qui finit du coup à cette première position de ce groupe. Donc concernant le meilleur joueur du match, donc c'est Achraf Hakimi est élu homme du match face à Seattle. Le Marocain nouvelle fois était buteur. C'est fou les gars. Petit rappel, Hakimi les gars est le défenseur le plus prolifique du top 5 européen cette saison avec 10 buts et 12 passes D. Je sais pas si vous vous rendez compte, 10 buts, 12 passes D pour Achraf Hakimi qui joue comme défenseur droit. Mais il est tout le temps au bon endroit, au bon moment. Hier, bien sûr, sur une magnifique passe D de Bradley Barcola. Mais il était là pour marquer. Achraf Hakimi, donc je ne sais pas combien il va finir au Ballon d'Or. Mais je pense qu'il aura facilement une place dans le top 10. Et je ne suis pas sûr qu'il sera 10e. Je le vois bien finir aux alentours de la 7e ou 6e place, Achraf Hakimi, au futur Ballon d'Or. Parce qu'il nous fait une saison exceptionnelle, le joueur marocain. Donc voilà, buteur Hakimi sur une passe D de Bradley Barcola qui a commencé sur le banc. Il est rentré en cours de jeu, je crois, 3 minutes après son entrée en jeu, passeur D pour le but du 2-0. Il est devenu le meilleur passeur du top 5 européen en 2025 avec 17 passes D depuis janvier pour Bradley Barcola. Aucun autre joueur des gros champions en Europe fait mieux tout simplement que Bradley Barcola. Donc félicitations à lui. Et par rapport à son futur, parce qu'on sait que depuis quelques jours, il y a des rumeurs qu'un club, surtout allemand, le Bayern Munich, s'intéresse à lui. Donc Nasser a informé le Bayern Munich que Bradley Barcola n'était pas à vendre. Le Français fait fermement partie des plans du PSG. Lily n'a pas non plus exprimé en gros son envie de partir du PSG, mais les dirigeants allemands le voient comme la cible rêvée. C'est vrai qu'en Allemagne, enfin au Bayern, ils rêvent bien sûr de Bradley Barcola, mais du côté du PSG, c'est hors de question tout simplement de lâcher l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Même le PSG actuellement travaille plutôt sur une prolongation de contrat de Bradley Barcola avec une augmentation de salaire. Donc voilà actuellement la situation du joueur parisien. Et toujours avec Bradley Barcola qui a digéré l'arrivée de Kvaratskhelia parce qu'en janvier dernier, il n'avait pas compris. Je me souviens, j'en avais parlé qu'il n'avait pas trop compris pourquoi Kvaratskhelia avait été recruté par le PSG alors qu'il joue la même position que lui. Donc au départ surpris par la signature de Georgien, Barcola est allé demander des explications au club. On lui a dit que Luis Enrique voulait juste d'autres options sur les ailes là où Colomani, Lee et Asensio n'avaient pas donné satisfaction. On lui a aussi assuré que ce temps de jeu resterait le même et qu'il était un élément important pour son coach. À partir de là, il est reparti de l'avant avec la volonté de tirer profit de cette concurrence. Et voilà, ça va bien mieux. Vous voyez pas qu'il y a une période, je me souviin, là en milieu de saison, ça a été peut-être décembre où il y avait les rumeurs sur Kvaratskhelia, décembre, janvier, il n'arrivait plus du tout à être décisif, je crois, pendant une quinzaine de matchs. 0 but, 0 passe D pour Barcola. Et depuis, ça a été beaucoup mieux sur les derniers mois pour Bradley Barcola. On continue, on va parler de Nuno Mendes qui avoue que la fatigue commence à se ressentir en cette fin de saison. Il a dit honnêtement, je me sens un peu fatigué, mais j'essaie de me gérer et de bien récupérer et de bien dormir. Donc je serai prêt pour le match. Donc il a dit ça avant le match contre Seattle, mais il commence à sentir de la fatigue. Ça qu'il a
pratiquement pas eu de coupure. Il a une longue saison, en plus finale Coupe de France, ensuite finale Ligue des Champions, ensuite Ligue des Nations, où il allait jusqu'en finale, en plus il a été très bon. Et ensuite là il enchaîne avec la Coupe du Monde des clubs. C'est vrai qu'il va leur falloir au moins 3 semaines, quasiment un mois de vacances pour vraiment avoir une coupure avant de préparer bien sûr la saison prochaine. Tu es l'un des joueurs les plus importants du PSG, je prends du plaisir quand je te vois jouer. Donc voilà le beau message de Claude Makelele envers João Neves, bien sûr une pépite du côté du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que Neves a été acheté 60 millions d'euros il y a un an en provenance du Benfica. Je pense que maintenant il vaut facilement au moins 40 millions de plus. Je pense qu'il vaut actuellement les 100 millions d'euros, bien sûr, João Neves. Ils se sont bien battus et ont pratiqué un très bon football. Donc Luis Enrique complimente le match de l'équipe de Seattle avec respect. Voilà ce qu'il a pu dire sur cette équipe. Qui a joué avec ses armes, mais bon, Paris était tout simplement trop fort. Concernant les notes de ce Seattle Paris Saint-Germain, donc voici à côté PSG, donc Donnarumma de 2-4. Bon, il a eu aucun arrêt à faire à un moment en première mi-temps, je pense qu'il a failli prendre un but en gros. Et sur une boulette, il a essayé de dribbler le joueur où il s'est fait prendre le ballon, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas la moyenne, parce qu'il n'a pris aucun but. Sinon, Hakimi c'est 7, bien sûr, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes a été très fort. Donc Maïlu, qui était numéro 9, une note de 4, un match décevant. Pour Maïlu, bon après, voilà, c'est un joueur qui apprend bien sûr du côté de Paris, donc Doué 6 et Kvaratskhelia 6 également dans cette équipe parisienne. Et merci Seattle, voilà, parce que c'était le seul match du PSG à Seattle. Ils ont joué 2 à Los Angeles, à Seattle maintenant, ça sera dans d'autres stades si le PSG va loin bien sûr dans cette compétition. Donc ils ont tout bien rangé le vestiaire, voilà, ils ont tout laissé propre ce vestiaire bien sûr. Voilà, pour l'équipe parisienne. Et c'est un record comme pour cette équipe du PSG qui fait une saison très longue. Le PSG dispute la saison la plus longue de son histoire. Avec cette victoire face à Seattle, les Parisiens vont disputer au moins 62 matchs. Là, ils sont à 61, donc là, il y aura au moins 62 matchs, vu qu'il y a le 8e de finale maintenant à disputer. Donc, soit le plus grand total de leur histoire. Le précédent record remonte à la saison 94-95, où ils avaient disputé 61 matchs sur une saison. Là, soit 61, ils vont disputer, comme j'ai dit, encore un match, au moins, peut-être encore plus, si Paris va loin dans cette compète. Donc, voilà, c'est la saison la plus longue de l'histoire du Paris Saint-Germain. On continue toujours, avec les matchs hier, l'Atlético contre Botafogo, les deux autres équipes dans la poule du PSG. Et l'Atlético s'est imposé 1-0 avec un but de Griezmann en toute fin de match. Donc ça fait les affaires bien sûr du PSG. Mais pour l'Atlético, ça ne suffit pas. Pourtant l'Atlético, j'ai pas regardé le match, je peux regarder PSG, mais l'Atlético c'est 23 tirs, 5 tirs cadrés. Voilà, ils ont gagné, mais ça suffit pas. L'Atlético est éliminé de la Coupe du Monde des clubs. Première grosse surprise de la compétition, parce que dans cette poule, on voyait surtout le PSG se qualifier, ce qui est fait, et aussi l'Atlético, mais non, l'Atlético du coup échoue, finit à cette 3e position de ce groupe. Donc l'homme du match c'est Griezmann qui a été l'unique buteur du jeu, donc malgré son but, le Français n'a pas pu empêcher l'élimination de l'Atlético. Il a dit: nous avons eu suffisamment de temps pour marquer et gagner. Griezmann frustré après l'élimination de l'Atlético: nous sommes en colère parce que nous voulions faire plus. C'est vrai qu'il devait marquer plus de buts, parce que là après ça se joue au goal average, et avec une victoire seulement 0 ça suffisait pas, parce qu'en gros le premier match ils en ont pris 4 contre le PSG, ce qui a ils ont mis dans le rouge directement leur goal average, et du coup là il fallait marquer pas mal de buts pour essayer d'accrocher cette 2e place, qu'ils ont 6 points comme Botafogo. Mais voilà, c'est élimination pour cette équipe, et du coup officiel, Botafogo est qualifié pour les 8e de finale. Les Brésiliens du coup terminent 2e de ce groupe B. Et tiens, toujours sur ce match Atlético Madrid contre Botafogo, Snoop Dogg, en gros le sosie de Snoop Dogg, est maintenant un fervent supporter de Botafogo. On peut voir qu'il était présent bien sûr, le sosie de Snoop Dogg. Et du coup, tiens, le classement de ce groupe B. Donc le PSG finit en tête, un groupe un peu spécial avec 3 équipes à 6 points. L'Atlético finit avec 6 points mais est éliminé, ça c'est fou. Donc le PSG avec plus 5 en différence de but, ils en ont marqué 6, ils en ont pris un de but, donc plus 5, finit en tête. Après Botafogo plus 1 et Atlético moins 1. Voilà, l'Atlético en gros paye cette défaite 4-0 lors du premier match contre le PSG. Ils auraient peut-être perdu seulement 1-0 ou peut-être 2-0, ils auraient été qualifiés. Voilà, c'est comme ça. Et Seattle a fini avec 3 matchs, 3 défaites. L'autre poule où ça c'est les 2 matchs ont été joués en même temps, c'est à 3h du matin la nuit dernière. On commence tout d'abord avec l'Inter Miami contre Palmeiras, et l'Inter Miami accroche l'équipe de Palmeiras de partout. On peut voir les 2 buteurs, Allende et Luis Suarez, un côté Miami, et Paulinho et Maurizio, un côté Palmeiras. À noter que Miami menait 2-0 dans le match, et Palmeiras a su marquer 2 buts en toute fin à 2 rencontres. Donc voici les stats de la partie. Donc Palmeiras a plutôt dominé, plus de 22 tirs, 7 tirs cadrés. Miami efficace, 3 tirs cadrés, 2 buts. Voilà,
on verra lors de prochains matchs parce que Miami jouera contre le PSG. Hein, son 8e de finale et officiel, du coup l'Inter Miami se qualifie, c'est déjà bien parce qu'il y en a plein qui pensaient qu'ils allaient déjà sortir. N'oubliez pas que c'est une équipe invitée et Miami, certainement parce qu'il y a Messi qui joue, hein, parce que par rapport au résultat de la saison dernière, ils n'avaient même pas le droit d'y jouer, c'est juste qu'ils ont été invités par la FIFA. Je le répète, parce que Messi joue. Et la FIFA voulait que Messi joue cette Coupe du Monde des clubs. Et il se qualifie quand même pour les 8e de finale. Donc c'est bien. Hein. Donc l'homme du match, les gars, c'est Luis Suarez. Buteur Luis Suarez sur... bon, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu son but. Il a dribblé le défenseur de Palmeiras. Il a envoyé une grosse frappe du pied gauche en pleine lucarne. Donc félicitations à Luis Suarez. A noter que Messi a joué. Et Messi tient à échanger son maillot avec Estevao, joueur de Palmeiras. Qui jouera là, dans quelques semaines du côté de Chelsea. Hein, c'est officiel depuis plus d'1 an. Donc voilà, l'ancienne génération, enfin la génération toujours actuelle de Messi, et la relève bien sûr avec Estevao. Hein, il y en a beaucoup qui disent qu'il ressemble au style de jeu de Neymar à l'époque. Et l'autre match dans la même poule, Porto contre Al Ahly. Il y a un match totalement fou. C'est qu'il y a eu pas mal de buts cette nuit. Donc 4 lors du match de Miami. Et là il y en a 8 entre Porto et Al Ahly. Donc 4-4 lors de cette rencontre avec un triplé de Abou Ali, l'attaquant de Al Ahly. Donc félicitations bien sûr à ce joueur, hein, voilà, avec son triplé. Donc c'est un attaquant palestinien, voilà, de 26 ans qui a inscrit bien sûr ce triplé. Bien évidemment, il a été élu homme du match lors de cette rencontre, mais ça suffit pas pour Al Ahly, hein, pour se qualifier pour la suite de la compète. Et la même chose pour Porto aussi. Hein. C'est quand même une surprise, les gars. Porto est éliminé de la Coupe du Monde des clubs dans un groupe qui semblait à leur portée. Les Dragons finissent 3e avec seulement 2 petits points. Parce que oui, quand on voyait le groupe avec Porto, Al Ahly, Miami, Palmeiras, on disait que Porto allait au moins accrocher une des 2 premières places. Hein, bah non, hein, Porto finit 3e. Et du coup, est éliminé de cette compète. Donc, Palmeiras finit en tête et l'Inter Miami de Messi finit à la 2e position. Du coup, les qualifiés, voilà, on en connaît un peu plus maintenant. Officiel, donc toutes ces équipes sont qualifiées pour les 8e de finale. Donc, il y a déjà Flamengo qui a déjà son billet. Le Bayern, Manchester City et la Juve. Et hier, on a pris le PSG, Botafogo, Palmeiras et l'Inter Miami. Et voici pour l'instant le programme, on va dire, donc avec déjà 2 affiches, donc Palmeiras, Botafogo, hein, ça sera un 8e de finale, le PSG en face contre Miami. À noter que l'écusson aussi de Flamengo est déjà marqué. Pourquoi? Parce qu'ils sont sûrs de finir en première position. Ils jouent leur dernier match la nuit prochaine contre Los Angeles, qui perdent, qui gagnent, peu importe, ils sont sûrs de finir premier de leur poule. Donc on peut les mettre là. Donc concernant aussi des autres équipes comme City ou Juve ou même le Bayern, on ne peut pas encore savoir s'ils sont sur le côté gauche, côté droit, parce qu'il faut voir s'ils finissent premier ou deuxième. Voilà. Donc voilà, pour l'instant on connaît officiellement les 2 premiers 8e de finale, hein, et qui se joueront le week-end, là, donc le 28 et le 29. Donc 28 c'est samedi, 29 c'est dimanche. Voilà, Palmeiras, Botafogo tout d'abord. Samedi à 18 h. Donc c'est officiel, hein, et voilà ce match. Et surtout, c'est un duel 100% brésilien. Hein, si Paris, par exemple, aurait fini 2e, c'est Botafogo juste aurait fait nul. Voilà, Paris aurait joué contre Palmeiras. Et du coup, c'est Botafogo qui joue contre Palmeiras lors de ce duel 100% brésilien qui se jouera du côté de Philadelphie. Voilà, donc comme j'ai dit, un samedi à 18 h. Et du coup, le PSG du coup affrontera l'Inter Miami, du coup, qui a fini 2e voilà, de l'autre poule. Et du coup, le PSG va retrouver Lionel Messi. Ça sera dimanche à 18 h sur DAZN, cette rencontre. Donc voilà, elle sera un peu particulière. Pourquoi? Parce que c'est Messi en face et on sait que son aventure à Paris n'a pas été super bonne. Il va certainement vouloir peut-être, je ne sais pas non plus, peut-être pas se venger, mais voilà, il va vouloir faire un bon match contre son ancien club, bien sûr, Messi. Donc on a hâte, hein. C'est vrai que ce PSG Inter Miami, moi il me hype beaucoup, donc ce sera dimanche 18 h. Cette rencontre c'est bien, en plus c'est un horaire abordable, les gars, c'est pas à 3 h du matin le match, parce qu'il y aura des 8e de finale, programme à 3 h du matin, donc là ce sera 18 h heure française, donc parfait, tout le monde pourra suivre cette rencontre, hein. Et ce match se jouera dans ce magnifique stade, déjà ça se jouera à Atlanta. Ce ne sera pas Miami, hein, ce ne sera pas domicile pour Miami, ce sera Atlanta. Et surtout dans ce stade sublime, le Mercedes-Benz Stadium. Ce sublime stade, les gars, regardez, hein, à l'intérieur comment il est. Bon là c'est du football, je crois, américain. Mais là il va être mis en mode soccer, bien sûr. Il est magnifique, hein, ce stade qui a coûté plus de 1 milliard bien sûr de dollars à construire. Donc voilà, ce sera dans ce stade là que se jouera ce PSG Inter Miami. Et j'ai eu la chance de jouer avec Léo, ça a été 2 ans fantastiques, mais il faut qu'on gagne, hein. Donc Donnarumma sera sans pitié pour Messi s'il se retrouve en 8e. Et il se retrouve bien sûr voilà, pour ce match, hein, qui est prévu là dans quelques jours. Au programme aujourd'hui, donc 4 nouvelles rencontres, donc pareil, hein, 21 h 3 h. Donc tout d'abord 21 h, donc Auckland, Boca Juniors et Benfica, Bayern Munich. Voilà, pour savoir qui se qualifiera bien sûr pour... Auckland est déjà éliminé, hein, voilà, c'est sûr. Donc après ça va jouer entre le Bayern, Boca et le Benfica, voilà, pour savoir, hein. Bayern est déjà qualifié. Et Espérance Tunis, Chelsea, Los Angeles Flamengo, mais pas que Flamengo est déjà qualifié, hein, sûr de finir en première position. On verra si c'est Chelsea ou Tunis, hein,
voilà, qui accompagnera Flamengo pour les huitièmes de finale. Donc on parlera bien sûr de ces 4 résultats demain. Regardez l'équipe de la semaine de la Coupe du Monde des clubs, en gros de la deuxième journée, parce que hier les matchs qui ont été joués, c'est les troisième matchs de poule, les derniers matchs. Donc sur la deuxième journée, voici les meilleurs joueurs. Il y a Thibaut Courtois qui a réalisé, souvenez-vous, 10 arrêts contre Pachuca, il est dedans. Il y a qui? Il y a Léo Messi qui avait été buteur lors du deuxième match, hein. Je sais plus, c'était pas le match d'hier, c'est le deuxième match, je me souviens même plus c'était contre qui, peut-être Porto. Il a marqué ce sublime coup franc, il est dedans. Il y a Yildiz également dedans, il y a Di Maria, il y a Barella, le joueur de l'Inter, ou par exemple Harry Kane, l'attaquant bien sûr, du Bayern Munich. Du côté du Real Madrid, très bonne nouvelle, regardez qui était de retour à l'entraînement, Kylian Mbappé. On sait qu'Mbappé est blessé, enfin c'est pas qu'il est blessé, mais il est malade hein, depuis quelques jours, fiévreux, il a loupé les 2 premiers matchs. Et il a fait son grand retour à l'entraînement, donc ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le Real, parce que voilà, les supporters veulent voir Kylian Mbappé jouer cette Coupe du Monde des clubs. Donc le prochain match du Real Madrid, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi contre Salzbourg à 3 h du matin, en plus un match important. Hein, c'est les deux équipes ont le même nombre de points, 4 points, donc l'équipe gagnera, enfin si un vainqueur finira en tête. Donc voilà, il pourrait peut-être faire son retour, hein, Kylian Mbappé. Et pour moi, Mbappé, le meilleur joueur du Real Madrid, donc Fernando Alonso, un pilote de Formule 1 et fan de Kylian Mbappé. Quand j'allume la télé que Kylian touche le ballon, j'ai toujours l'impression que quelque chose peut se passer. C'est le joueur qui m'attire le plus hein, du côté du Real, parce que Alonso, les gars, c'est un grand fan hein, de football et grand fan bien sûr du Real Madrid. Toujours tiens, du côté du Real, ça fait 2 matchs et 2 fois la même erreur de Thibaut Courtois, et après le rouge hein, de Raúl Asensio, donc avant-hier, il a dit ce sont peut-être des fautes très légères, mais il faut être un peu plus intelligent. On ne peut pas faire ce genre d'erreur. Il le sait et c'est très bien. On va se battre pour lui, pour gagner sans lui, et quand il reviendra, on continuera à gagner. Donc voilà, parce que c'est vrai qu'hier, je l'avais dit, pour moi, c'était une faute professionnelle en gros, ce qu'a fait Raúl Asensio, là, de prendre un rouge au bout de 7 minutes de jeu. Hein, il savait qu'en faisant ça, en accrochant le défenseur qui partait face à face avec Courtois, c'était bien sûr carton rouge. Donc voilà, même Courtois lui dit en gros que il ne doit pas faire ça. Tu dois laisser le duel. Au pire, s'il y a but, tant pis. Mais au moins, tu joues toujours à 11 contre 11. Hein, parce que là, tu peux faire ça à la 80e en fin de match. Mais à la 7e minute de jeu, non, tu n'as pas le droit de le faire. C'est que Raúl Asensio hein, a été beaucoup critiqué hein, là, ces dernières heures en Espagne. Toujours du côté du Real, on va parler de Jude Bellingham. Devrait être absent 3-4 mois après son opération à l'épaule qu'il a programmée juste après la Coupe du Monde des clubs dès que ça sera fini. On ne sait pas quand, on verra, hein, peut-être le 13 juillet quand ce sera la finale. Donc après les gars, voilà, il se fera directement opérer. Jude Bellingham sera forfait quand même 3-4 mois. Donc il reviendra quasiment en octobre, il loupera les premiers matchs de la saison prochaine. La déclaration de Jude Bellingham à Trent Alexander-Arnold, son ami l'a dit, Trent est vraiment quelqu'un de formidable. C'est super d'avoir son meilleur ami ici, je suis tellement content. C'est vrai que son meilleur ami dans le football c'est Trent Alexander-Arnold et les deux sont ensemble en sélection et maintenant aussi en club hein, du côté du Real Madrid. Toujours avec l'équipe madrilène, on va parler de Florentino Pérez hein, qui est actuellement aux États-Unis, mais il va retourner à Madrid pour assister aux funérailles de Sergio Nieto, donc le socio numéro 1 du Real Madrid, décédé hier à l'âge de 100 ans. Hein, donc ce supporter socio numéro 1, socio en gros c'est les supporters qui ont une carte hein, de membre. Hein, donc lui c'est le numéro 1. Voilà. Ce supporter des Madrilènes était socio du club depuis le 1er décembre 1932. Voilà, donc il est décédé hier bien sûr, donc il va revenir en Europe, à Madrid, Pérez, voilà, pour les funérailles bien sûr de cette personne, et après retournera bien sûr du côté des États-Unis pour la suite de la compète bien sûr du Real Madrid. 4 pays sont candidats pour accueillir la Coupe du Monde des clubs 2029, donc la prochaine édition dans 4 ans. Donc les États-Unis, pareil, ils aimeraient de nouveau accueillir cette compète. Hein. L'Espagne, le Brésil et le Maroc. Voilà, donc 4 pays pour l'instant on serait OK pour préparer hein, cette future Coupe du Monde. Hein. Aucune décision immédiate n'est attendue de la part de la FIFA, hein, parce que c'est déjà dans 4 ans. Et là pour l'instant il y en a une qui est en train d'être jouée. On connaîtra bien sûr où se jouera cette future Coupe du Monde des clubs hein, dans quelques temps. On continue, donc là on a fait tout le tour hein, sur la Coupe du Monde des clubs, hein, ce qui veut dire des résultats, des prochains matchs, tout ça. Si on bascule sur un autre match les gars, c'est un match de l'Euro U19. On sait qu'il y a l'Euro Esport avec les matchs là qui vont se jouer. Je crois que c'est demain bien sûr les demi-finales. Hein, la France hein, jouera contre l'Allemagne, je ne sais plus qui l'autre match, Angleterre contre Pays-Bas je crois. Et là, il y a aussi l'Euro U19, on va dire les équipes C. Hein. Il y a un match totalement fou hier entre l'Espagne U19 et l'Allemagne U19. Regardez-moi ce match, 6-5 après prolongation. Mais regardez hein, les buts, par exemple, il y avait 2 partout, je ne sais pas, regardez, 91, 95, 97, 113, 119, hein, côté espagnol. Et côté allemand, 95, 104, 107. Les minutes où il y a eu des buts, hein, il y a eu des buts toutes les 2 minutes en prolongation, c'est n'importe quoi. Bon, c'est l'Espagne, les gars, qui fait la très bonne opération en s'imposant 6-5 et du coup qui se qualifie pour la finale de cet Euro
U19, hein, comme j'ai dit, dans un match totalement fou. Et l'autre demi-finale, c'est entre les Pays-Bas. Donc là, il y a eu moins de buts, mais les Pays-Bas se qualifient également. Donc victoire 3-1 contre la Roumanie. Donc finale Pays-Bas-Espagne pour cet Euro U19 hein, qui se jouera ce week-end. On continue avec un match également que personne n'a entendu, mais ça a fuité. En gros, la Fédération Suisse a voulu cacher une défaite 7-1 des féminines contre les U15 de Lucerne. Donc une équipe de garçons de U15. Hein. Ils ont joué contre l'équipe senior de la Suisse, il y a eu une victoire 7-1 quand même des jeunes U15. Ce score devait rester secret selon un accord entre le club et la Fédé. Voilà. Mais un jeune de Lucerne a diffusé des images sur les réseaux. Voilà. Alors, en gros, elles ont pris quand même 7-1 les filles. Donc pour vous montrer quand même la différence, même si c'est des seniors contre des jeunes, hein, ben, quand même, les garçons quand même ont mis une grosse défaite, on peut dire, aux filles. On continue les gars, on va parler maintenant un peu mercato et officiel. Albert Grönbeck hein, est prêté par Rennes avec option d'achat au Genoa, donc du côté de l'Italie. Donc montant de l'option d'achat 10,5 millions d'euros. Une photo magnifique inspirée de la série Les Simpsons. Donc voilà, ce joueur les gars rejoint en prêt l'équipe italienne Genoa. Un autre transfert officiel, c'est Walter Benitez qui est en fin de contrat avec le PSV. Et ben il signe du côté Crystal Palace hein, pour la saison future, donc il arrive libre. Du côté du Real Madrid, donc Xabi Alonso pourra recruter un milieu de terrain au Real Madrid si un grand joueur s'en va. On se dit qui pourrait être ce grand joueur du côté du Real Madrid qui pourrait s'en aller. Bon, je pense que vous avez un nom en tête. Hein, donc ceux qui suivent un peu l'actu du Real, vous savez qu'il y a un attaquant qui pourrait partir les gars. Et ben Rodrigo pourrait être le grand joueur hein, qui quittera le Real Madrid cet été pour recruter un milieu de terrain. Donc les merengues réclament 90 millions d'euros pour lâcher leur Brésilien en interne. Il existe l'affaire Rodrigo et Arsenal est une réelle option. Donc voilà, pour vous dire vraiment qu'il y a des chances de voir Rodrigo. Hein, ça date pas d'aujourd'hui ou d'hier hein, qu'il est sur le départ. Ça date de plusieurs semaines, voire quelques 2-3 mois quand même qu'on entend des rumeurs qui pourraient partir sur ce mercato. Donc voilà, hein, vraiment s'il part, il y a toujours Arsenal les gars qui est très intéressé. Arsenal, ça fait un mois qu'ils sont sur le joueur. Voilà, ça sera 90 millions d'euros de ce que veut l'équipe madrilène. On continue cette fois-ci avec Paul Pogba. Ça y est, Pogba, ça touche au but à son arrivée à l'AS Monaco. Et Paul Pogba est attendu mardi, donc aujourd'hui à Monaco, pour signer son contrat. Hein, donc voilà, c'est imminent. Ça peut être officiel aujourd'hui, ça peut peut-être être officiel demain. Mais voilà, il devrait bien venir jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Donc lui qui a joué comme dans deux grands clubs, hein, Manchester United et bien sûr la Juventus Turin. N'oubliez pas que Manchester United l'avait acheté 105 millions d'euros. Hein, c'était en 2016 quand il avait quitté bien sûr la Juve. Hein. Donc là il pourrait retrouver une belle équipe parce que l'AS Monaco c'est aussi un très grand club. Bon, il pourra jouer contre son ancien club aussi, son club formateur, l'équipe du Havre, hein, parce que Monaco et le Havre s'affronteront 2 fois la saison prochaine en Ligue 1. Et il avait joué bien sûr hein, du côté du Havre dans le passé. Et personne ne sait ce que vaut Pogba aujourd'hui. Donc Christophe Dugarry est perplexe hein, quant au retour de Paul Pogba. Il a dit l'AS Monaco n'est pas un club de tocards. Il va falloir enchaîner les matchs, les performances, ce n'est pas rien. Quand Claude Puel indique que Monaco doit créer un collectif autour de Paul Pogba, les bras m'en tombent. Hein. Combien de temps va-t-il lui falloir pour retrouver son niveau? Combien de temps il va jouer sans se blesser? À quel poste? On n'en sait rien. Donc voilà, en gros, Dugarry il dit que il ne sait pas du tout le niveau. En gros, car encore Paul Pogba, n'oubliez pas son dernier match officiel, c'était en septembre 2023. Hein, donc là, dans 3 mois, les gars, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué Paul Pogba à cause du dopage, mais voilà, on voulait son retour, en plus si c'est un retour en Ligue 1, donc c'est parfait. Et voilà pour Claude Puel. Donc comme Hatem Ben Arfa, Pogba est un joueur à part, hein. Monaco aura besoin de bâtir un collectif autour de lui. Donc Claude Puel sur le parallèle entre l'arrivée de Pogba à l'AS Monaco et celle de Ben Arfa qu'il avait relancé lui du côté de Nice. Il a dit, hein, Paul a 32 ans, l'objectif est de le ramener vers le très haut niveau jusqu'à postuler, on l'espère, à l'équipe de France, parce que oui, Pogba peut-être aussi prend le choix de venir jouer en Ligue 1 pour peut-être avoir l'objectif bien sûr d'être dans le groupe des Bleus l'année prochaine pour jouer la Coupe du Monde. Hein. Donc Eric Roy, donc le coach de Brest, donc lui dit hein, c'est une super nouvelle pour la Ligue 1, pour Pogba et pour Monaco. Eric Roy se réjouit de l'arrivée de Pogba en Ligue 1 et aurait aimé le récupérer à Brest. Hein. Il a dit je vois ça d'un très bon œil, hein, même si bien sûr l'incertitude existe autour de sa forme. Hein. Comme j'ai dit, ça fait quasiment 2 ans qu'il n'a pas joué. Ça sera son gros challenge. Les clubs sont aujourd'hui de vrais centres de performance. Il faut bien que ça serve à quelque chose. S'il avait voulu venir à Brest, hein, je l'aurais accueilli avec grand plaisir. Les négociations ont visiblement été longues avec Monaco. Cela signifie qu'on n'avait vraiment aucune chance avec Brest parce que voilà, il voulait comme un salaire. N'oubliez pas quand même qu'il fait de gros efforts financiers, mais là il aurait dû faire de très très gros efforts financiers s'il avait rejoint Brest, parce que Brest n'aurait pas pu lui payer le salaire là qui va toucher à Monaco. Mais voilà, il est quand même content de voir un Pogba. C'est une tête d'affiche, un Pogba, c'est un joueur que tout le monde connaît en Europe, dans le monde. Et voilà, de voir ce genre de joueur là
venir jouer en Ligue 1. Et ben, c'est une bonne nouvelle pour le championnat français. Hein. Et Dimeco croit au comeback de Paul Pogba en équipe de France. Il a dit le retour de Pogba est une bonne nouvelle. Le choix de l'AS Monaco est judicieux. Il y aura peut-être de la place au milieu chez les Bleus pour un joueur d'expérience comme lui, hein, bien sûr. C'est vrai que s'il nous fait une très belle saison, bah, pourquoi pas. Hein. C'est qu'il a 32 ans actuellement, Pogba. Il n'est pas finito. Enfin, on verra son état de forme. Mais avant, bien sûr, son dopage, tout ça, il n'était pas du tout finito. Hein. Bien sûr, on sait que c'est un très bon joueur. Maintenant, à lui de retrouver, bien sûr, le niveau qu'il avait dans le passé. Et toujours à Monaco, donc avec l'arrivée de Pogba, peut-être aujourd'hui, comme j'ai dit, il arrive aujourd'hui à Monaco hein, pour signer son contrat. Et celle aussi de Ansu Fati, c'est imminent. Donc l'AS Monaco a planifié la visite médicale d'Ansu Fati cette semaine. Le club de la Principauté finalise les détails avec le Barça pour son prêt avec option d'achat. Donc ça aussi, hein, c'est Fabrizio Romano qui le dit, ça aussi, ça pourrait se faire cette semaine. Le jour, je ne sais pas exactement, mais voilà, l'officialisation pour intervenir avant dimanche, la fin de semaine. Et aussi, toujours avec Monaco, parce que Monaco, là, très actif, hein. Monaco s'intéresse également à Vanja Milinkovic-Savic, dont c'est un gardien serbe du Torino. Donc le Torino demande entre 18 et 20 millions d'euros pour le gardien serbe. Naples est en pole position sur le dossier, mais l'AS Monaco a pris des renseignements concrets avec le club italien. Donc voilà, je n'ai pas dit que sûr il arrive à Monaco, mais Monaco surveille tout simplement ce joueur, pisté également par Naples. Et toujours avec Monaco, il y aura également des départs. Hein, et Magnès à Cluj, donc Leverkusen suit de près Magnès à Cluj. Donc les exigences financières élevées de Monaco rendent après l'opération compliquée. Parce que Monaco en veut au moins 75 millions d'euros pour lâcher Magnès à Cluj. On continue, tiens, on va parler d'Darwin Nunez. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. On parlait tout à l'heure de même Messi, tout ça. Et Nunez aussi, il fête ses 26 ans aujourd'hui. Et ben, il va quitter Liverpool. Hein. Bon, sans s'en douter, vu qu'il a très peu joué cette saison. Donc, il a donné son accord pour rejoindre le Napoli à la saison prochaine. Donc, ça peut être une belle recrue. Lui, avec Lukaku en attaque, avec Kevin De Bruyne juste derrière, ça peut être pas mal. Hein. Bien sûr, du côté de Naples. Toujours, tiens, du côté de Liverpool. On a parlé de Nunez. On va parler aussi de Ibrahima Konaté. Sa prolongation à Liverpool. Déçu par l'offre des Reds, hein, le défenseur français a mis les discussions en pause. Le club craint un départ libre en 2026 dans un an, à l'image de Trent Alexander-Arnold qui a quitté le club, là on sait, librement pour rejoindre le Real. Et ben, ils ont très peur à Liverpool avec Konaté, ils ont peur qu'il fasse la même chose. Ils lui ont envoyé une offre de prolongation, il a refusé. Il est déçu par cette offre en gros, ou peut-être il est peut-être pas déçu, mais juste peut-être il n'a pas envie de prolonger pour partir libre hein, l'année prochaine, comme l'a fait Trent Alexander-Arnold. Milos Kerkez, tiens, toujours avec Liverpool, un joueur va débarquer, c'est Milos Kerkez, hein, qu'on parle beaucoup sur le bord de Bournemouth, tiens, il est avec sa famille dans l'avion direction Liverpool. Voilà, donc ça devrait se faire là très prochainement. La signature bien sûr de ce joueur. Donc il y a Frimpong qui est arrivé côté droit de la défense. Et lui il devra arriver pour occuper le poste de latéral gauche. Donc s'il signe, hein, Robertson devrait quitter le club. On l'annonce beaucoup à l'Atlético Madrid, hein, l'Écossais. Manchester United cible Christopher Nkunku. Les Red Devils ont pris contact avec l'entourage du Français désireux de quitter Chelsea. Là, il a envie de jouer. Hein, surtout qu'il dans un an il y a la Coupe du Monde. Il aimerait participer à ce mondial. Donc c'est pour ça qui veut jouer. Hein. Il y a Chelsea, on sait qu'il y a beaucoup de concurrence. Aucune offre pour l'instant, mais les discussions sont lancées. Et j'ai même pu voir des infos que Manchester et Chelsea réfléchissent à un échange, pourquoi pas Garnacho, le Garnacho à Chelsea et Nkunku du côté de Manchester United. Voilà. Donc ça pourrait peut-être se faire là pour une saison, on verra ce que ça donnera. Du côté du FC Barcelone, un nouveau joueur va débarquer après la signature officielle de Juan Garcia. On sait que le Barça travaille toujours sur Nico Williams, mais un autre joueur va débarquer les gars, c'est le jeune Ronny Bargi. Et Here We Go, hein, de Fabrizio Romano, donc 19 ans, va signer au FC Barcelone, donc il joue du côté du FC Copenhague, il a 19 ans j'ai dit. Donc là il y a quelques jours on parlait beaucoup de Marseille et Porto qui étaient sur le joueur, hein, et du coup le joueur va signer au FC Barcelone. Donc 2 millions, le joueur il a dit non à tous les autres clubs, du coup dès que le Barça s'intéresse à lui, il veut rejoindre le Barça, donc surnommé le Messi suédois. Voilà. L'Eli a privilégié le projet catalan malgré aussi l'approche des Spurs, hein. Tottenham était également très intéressé pour l'avoir, du coup il a refusé tout le monde pour rejoindre le FC Barcelone. Donc voilà, here we go, donc on se dit que ça peut être officiel maintenant à tout moment. Concernant Théo Hernandez, est tout proche de rejoindre Al Hilal, il n'y a plus que quelques détails à régler pour boucler le deal. Donc voilà, lui aussi hein, c'est un feuilleton quand même qu'on parle depuis plusieurs semaines, un coup il est proche, un coup il est pas proche, mais là on a vraiment l'impression que ça va se faire. Même Fabrizio Romano le confirme, qu'il devrait bien quitter l'AC Milan et certainement toucher un gros contrat du côté du club saoudien d'Al Hilal. L'Olympique de Marseille et Luis Felipe vont résilier leur contrat. À peine 6 mois après son arrivée, l'arrivée était en janvier, hein.
Bon, il va déjà partir. L'Italien va déjà faire ses valises. Le défenseur n'aura joué que 4 matchs en raison de ses trop nombreuses blessures. Voilà, en gros, ça a été un échec. On peut dire Luis Felipe du côté de Marseille. Des nouvelles également de Milan Skriniar, joueur du Paris Saint-Germain qui a été prêté au Fenerbahçe sur cette saison. Donc le Fener et le Galatasaray se battent pour recruter Milan Skriniar, donc prêté par Paris. Le défenseur slovaque est courtisé par le Fenerbahçe qui a revu son offre salariale à 8 millions d'euros par an. Le Galatasaray surveille également le dossier tandis que le PSG attend une offre de 10 millions d'euros pour lâcher Milan Skriniar. N'oubliez pas qu'il est arrivé au PSG gratuitement, il avait quitté l'Inter pour 0 en fin de contrat, arrivé par Paris libre. Paris pourrait récupérer 10 millions d'euros en le vendant parce qu'il a encore un contrat du côté du PSG. Concernant Victor Gyökeres, c'est que là depuis quelques jours il n'y a pas trop d'infos concernant Gyökeres, mais d'après Record Portugal, donc c'est un journal portugais en gros, que Gyökeres a communiqué son envie de départ au président du Sporting. Il lui a dit ouvertement qu'il souhaitait partir. Bon, on s'en doutait qu'il allait partir, mais là vraiment il a fait le premier pas par rapport à un départ. Donc voilà, le mercato encore long, il reste encore 2 mois de mercato. Voilà, on va bien sûr trouver, il va bien sûr trouver très prochainement son nouveau club. Le dossier Johnny Cardozo à l'Atlético Madrid est très avancé concernant ce joueur du Betis Séville qui pourrait filer du côté des Colchoneros. Concernant Thiago Almada, donc le Benfica souhaite recruter l'Argentin de John Textor, réclame 40 millions d'euros pour libérer le crack argentin qui a joué du côté de Lyon cette saison. Jumaba va être prêté à l'OGC Nice par Manchester City dans les prochains jours. Lui, il avait été recruté là, il y a quelques jours, il y a quelques temps, et du coup il va partir en prêt du côté de Nice pour la nouvelle saison. Concernant Casemiro, lui aussi devrait changer de club, et Al Nassr, l'équipe où joue Cristiano Ronaldo, est proche de signer Casemiro. Voilà, il devrait quitter l'Europe et prendre la direction du club de Cristiano club aussi de CR7. Manchester United a formulé une offre de plus de 70 millions d'euros pour Bryan Mbeumo. Les Red Devils avaient transmis une première offre de 64 millions d'euros qui a été rejetée par Brentford. Donc là, ils vont augmenter de 6 millions d'euros leur première offre pour monter à 70. On verra maintenant ce que va décider l'équipe de Brentford, s'ils acceptent ou non de lâcher leur attaquant camerounais et attaquant, on peut dire, sous-côté. Un autre attaquant, c'est Moskin Al-Qadsiya, est prêt à lever la clause de 52 millions d'euros de Moskin, le club saoudien. Elle lui offre aussi un salaire annuel de 15 millions d'euros net, c'est énorme. L'attaquant de la Fiorentina, donc Mosquina, prend le temps d'évaluer cette proposition. Est-ce que pour lui le mieux c'est de rester en Europe ou déjà de partir en Arabie Saoudite? Donc voilà, il se laisse encore quelques jours de réflexion. On continue, on va parler d'une info officielle, c'est Mertens. On a appris qu'il part en retraite. Il a annoncé sa retraite à l'âge de 38 ans. Le buteur belge, c'est plus de 820 matchs quand même dans sa carrière, plus de 271 buts et 225 passes D. Les stats sont quand même énormes. L'international belge avec 109 sélections est également le meilleur buteur de l'histoire de Naples. Voilà, une légende bien sûr du côté de Naples et voilà, un très grand joueur de la sélection belge. Donc quelle carrière, donc 29e au Ballon d'Or en 2017, meilleur buteur de l'histoire de Naples, 109 sélections, 296 buts, plus de 900 matchs, 2 Coupes d'Italie, 3 titres de champion de Turquie et 3e de la Coupe du Monde 2018 avec la Belgique. Donc il arrête sa carrière à 38 ans. Mertens, on lui souhaite bonne continuation pour la suite. Et on se souvient les gars de ce trio avant du côté de Naples avec Mertens, Hamsik et Insigne. C'était le feu à l'époque. Ces trois-là du côté du Napoli. On continue les gars avec Alejandro Garnacho. Se fait détruire en Angleterre pour s'être affiché avec le maillot de Rashford à Aston Villa. Donc c'est que Rashford à Manchester, les gars, ça se passait pas bien, donc il est parti à Aston Villa. Et en gros, regardez, lui aussi, on sait que ça se passe pas super bien. Garnacho à Manchester, il a porté le maillot de Rashford pour soutenir son collègue. Mais Rashford du côté d'Aston Villa et pas le maillot Rashford à Manchester United. Donc ça passe pas pour les supporters. Donc tous les médias britanniques en font un sujet ce matin et relaient des réactions des supporters. Donc voilà pourquoi on a besoin d'une réinitialisation de la culture du club. Le commentaire, il a mis ça. Un autre, porter le maillot d'un autre club du championnat est de la folie. N'oubliez pas quand même qu'il joue à Manchester United et il porte le maillot d'Aston Villa. C'est comme si un joueur, je sais pas, de Marseille portait le maillot de Lyon. Voilà, donc ça passerait pas, ça passe pas du tout là-bas. Donc la folie, il prouve que tu n'es clairement pas prêt mentalement pour l'étape suivante. Un départ et vite, il y en a qui dit ça. Un autre, un maillot de Villa, allez mon pote, ressaisis-toi. Son ego est ridicule pour un joueur de ce niveau. Garnacho dégage et trouve un autre club. Même le média Télégraphe parle d'images provocantes en gros. Voilà, en gros, Garnacho, ça sent la fin déjà avec les supporters, ça passe plus du tout. Avec son coach Ruben Amorim, c'était très chaud sur la fin de saison. Ça sent le départ, bien sûr, de Garnacho. Et toujours, tiens, avec les maillots portés, mais là, c'est des maillots de sélection. Par exemple, il y a le maillot de Rafinha. Le maillot de Rafinha du Brésil, c'est porté par pas mal de ses collègues du Barça. Mais là, c'est un club et une sélection, donc c'est pas pareil. Donc, par exemple, il y a Fermín López, Alejandro Balde ou même Lamine Yamal.
pendant leurs vacances, ils portent tous le maillot de Rafinha, de la sélection brésilienne, donc leurs collègues du côté du Barça. Même l'application Plan se met à la propagande à Ousmane Dembélé. Depuis quelques jours, le boulevard Ousmane du côté de Paris a été renommé en boulevard Ousmane. Mais voilà, pas Ousmane. Ousmane, vous avez vu, c'est pas le même Ousmane, on peut dire. Donc voilà, concernant bien sûr Ousmane Dembélé. Toujours du côté du PSG, le titre de meilleur tifo de la saison de Ligue 1 revient au Paris Saint-Germain. L'AS Saint-Etienne 2e et l'Olympique de Marseille 3e. Donc le plus beau tifo cette saison, c'est celui-là. Voilà, ce tifo qui avait été déployé lors du classique entre le PSG et Marseille. Ce tifo-là est le plus beau tifo de la saison en Ligue 1 parce qu'il y a également un classement des plus beaux tifos de la saison. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les prochains vainqueurs de la Coupe du Monde, mais des pays selon OneFootball. Voilà, donc la prochaine Coupe du Monde dans un an devrait être gagnée par l'Argentine qui devrait faire back-to-back, voilà ce qu'ils disent. En 2030, les gars, le Brésil. En 2034, la France. Ensuite, l'Allemagne, l'Espagne de 2042. Avec peut-être Lamine Yamal. En 2042, Lamine Yamal. Donc là, il a 17 ans. Il aura 34 ans. Parce que si on fait 2045, on a 3 ans. Ouais, c'est ça. Donc il aura 34 ans. Oui, il sera encore certainement footballeur, Lamine Yamal, si tout va bien pour lui. Donc ensuite, l'Angleterre, Pays-Bas, Italie, le Nigeria, qui deviendrait le premier pays africain à remporter la Coupe du Monde en 2058. Et après, de nouveau, l'Argentine. On verra, parce que là c'est très loin bien sûr, mais bon, ça veut dire que la France gagnerait peut-être une Coupe du Monde là d'ici 9 ans. Donc voilà ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain beaucoup de choses à dire. Comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.